P-I-N-O-C-C-H-I-O. Abonnez-vous et j'arrête de chanter. Oui, je sais, les génériques de dessins animés m'ont fait beaucoup de mal. Abonnez-vous. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H. Et oui, le deuxième épisode de cette année 2020. Encore une très bonne année à vous tous. On recommence l'année donc avec Pinocchio de Matteo Garrone qui sortira. Et oui, parce que j'ai la capacité de voyager dans le futur et de voir les films qui vont sortir. Et oui, c'est nouveau, ça c'est cool. Alors je sais que les gens aiment beaucoup le film qui va sortir tout juste quand le film sort le mercredi et la critique qui arrive le vendredi, bim boum. Et vous pouvez vous faire une idée tout de suite. Et c'est les critiques qui marchent le mieux sur internet et sur YouTube et tout ça. Bande de sales vendus. Hashtag j'ai la haine. Mais c'est normal en même temps. Mais en même temps ça me fout les glandes quand même parce que moi je peux pas. Techniquement voir tous les films qui sortent. Je sais, je fais mon maximum mais je n'y arrive pas. Oui, on va commencer cette année 2020 dans la bonne humeur avec beaucoup de digressions comme j'aime tant les faire et que vous aimez tant les écouter. Oui, c'est vrai. Me revoilà. Avec ma voix chaude et suave. Cette voix qui te rappelle cette belle soirée d'hiver. Ce bon nouvel an sur cette peau de nubuck. Le nubuck, c'est un animal. Bon, peu importe. Tout ça pour dire... On est reparti avec ce film de Matteo Garrone qui n'est donc pas encore sorti en France et que j'ai pu voir au cinéma en version originale sans sous-titres parce que oui, j'étais en Italie et il se trouve que j'ai eu la chance, on m'a permis de le voir en version originale sans sous-titres. Je me permets de dire tout de suite, je reviendrai certainement là-dessus pendant la critique, que ma compréhension de l'italien est moyenne. J'ai pris quelques cours pendant 2-3 ans, mais je n'ai pas encore une compréhension très développé du vocabulaire et de l'italien. C'est pour ça que ce film étant parti d'un livre qui est devenu un conte, une fable, un livre pour enfants, bref, tout ça faisant que, grosso modo, je pouvais comprendre l'histoire sans être trop perdu en termes de vocabulaire, même s'il y a de vrais moments dans le film où je pigeais rien. Grosso modo, je pense que ça n'a pas handicapé ma vision du film. Nonobstant, je l'ai vu en version originale sans sous-titres, il y a peut-être des subtilités que j'ai ratées, et je serais très intéressé que des italophones me fassent remarquer éventuellement des points qui changeraient ma perception de ce film, ou me conseilleraient de revoir donc ce film en version française ou en version originale sous-titrée, pour raviser certaines choses que je vais dire aujourd'hui dans mon analyse, dans ma critique. Voilà ce qui explique donc mes grands talents de voyage dans le futur, puisque, a priori, Pinocchio n'a pas encore de date de sortie en France, va être présenté à la Berlinale, je ne sais pas quand, au moment de la Berlinale, je ne sais pas quand ça a lieu, et donc, comme Matteo Garrone avait gagné des prix, notamment sur son précédent film de fantasy Tale of Tales, dont j'ai fait une critique et à laquelle je vous renvoie, que je vous mettrai évidemment dans les liens sous la vidéo, dans les liens sous la vidéo, excusez-moi. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est à l'époque où je faisais des critiques très courtes de 2 minutes 30, et oui c'est formidable, c'est incroyable, on se croirait dans une autre dimension. Je faisais vraiment des critiques courtes de 2 minutes 30, je sais, c'est improbable mais c'est vrai. Je frustrais mon audience qui avait tellement envie de m'écouter aussi longtemps que possible, et moi je faisais 2 minutes. Ah là là là, je vous avais pas compris à l'époque, je savais pas à quel point vous avez besoin de moi. Bref, tout ça pour dire... Après Tale of Tales, il avait reçu ce prix donc visiblement à la Berlinale. Visiblement, quand il sort des films de fantasy, il leur donne l'exclusivité à la Berlinale. Ça ne l'empêche pas de sortir le film avant en Italie, ce qui m'a permis de les voir. Commençons par le début, non pas sur Pinocchio, mais sur Matteo Garrone, qui a une filmographie très large, qui a commencé à faire des longs métrages dès 1996. Malheureusement, je n'ai pas vu de lui Gomorrah, qui est pourtant son film le plus connu, je suis désolé. Ça fait longtemps que je dois le regarder, et quand je l'aurai vu, je vous ferai probablement un petit podcast dessus, promis, parce que je pense que c'est un film qui mériterait largement d'en parler. Il a aussi fait Reality, qui est un film qui a eu énormément de succès, de très bonnes critiques, il faudrait que je le voie aussi. Il a donc fait Tale of Tales, dont je vous ai déjà parlé dans une petite vidéo courte, à laquelle je vous renvoie, et il a fait Dogman entre-temps, dont j'ai entendu parler, qui a l'air très intéressant aussi, qui a aussi eu des prix. Donc bref, c'est un réalisateur qui a l'air de très bien tourner, qui fait partie de cette nouvelle génération de réalisateurs qui se révèlent beaucoup ces dernières années, venus d'Italie, et qui était vraiment, pour le coup, qui a fait donc ce Tale of Tales qui prouvait, s'il en était besoin, que ce mec est vraiment talentueux. Et j'avais malheureusement pas vu ses autres films entre-temps. Bah oui, je m'étais pas trop tenu au courant, j'étais un peu parti sur mes trucs de films de super-héros, là, de tous les côtés, hashtag nazi, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis un petit peu la hype, je suis un petit peu comme ça. Moi, quand il y a un très bon film qui sort, il suffit que les grosses boîtes de production agitent le trousseau de clés devant mes yeux, puis je suis là, oh, un trousseau de clés, et je passe à côté des vrais
films d'auteur profonds, qui ont des choses à défendre, qui perdent pas leur temps à faire des films pour que des gars comme Ben Affleck fassent de la muscu et viennent gonfler des pecs devant nous. J'adore Ben Affleck dans Batman. Désolé. Hashtag, vous pouvez prendre tous les flingues que vous voulez, je le défendrai jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Hashtag, qu'est-ce qu'il y a? Bref, peu importe. Tout ça pour dire... J'ai pas vu ces autres films, mais j'ai donc eu l'occasion de voir ce Pinocchio. Mais je vous conseille de voir la filmographie notamment récente de Matteo Garrone, au moins depuis Gomorrah. Ça a l'air de vraiment être un grand cinéaste, un très bon cinéaste, voire un grand cinéaste. Il faudrait que je voie ses films, et je vous en parlerai très probablement, parce que tout simplement sa filmographie a l'air très intéressante. Lisez les différents pitchs de ses films, ça le fait. Mais je n'irai pas plus loin, il y a plein de gens qui ont fait des critiques sur Gomorrah si vous voulez les regarder. Je n'ai jamais voulu les écouter parce que je ne veux pas me spoiler ces films-là qui ont l'air très intéressants, je veux les découvrir sans aucun spoil. Je vous en parlerai à l'occasion, mais Matteo Garrone est un réalisateur très intéressant. Je vais revenir de toute façon sur Tale of Tales dans ma critique, donc j'en parle pas plus que ça. Mais c'est le seul film que j'ai vu de lui, et c'était une adaptation un peu, on va dire c'était de l'enfantasy, quelque part dark, gore, très adulte mine de rien. Un ton de fable, mais finalement très adulte. Et j'avais beaucoup aimé, les costumes notamment, et les décors étaient incroyables. La mise en scène était très maîtrisée, très léchée. Peut-être un peu lente, un petit peu ennuyante, mais un très très beau film incontestablement, et qui avait eu des prix pour ses costumes, pour ses effets spéciaux, pour sa mise en scène aussi. Il n'y avait rien à dire, c'était vraiment du très beau travail. Et donc, quand j'ai découvert là ces derniers mois qu'il faisait une adaptation de Pinocchio, et notamment qu'il y avait Roberto Benigni dans le rôle de Geppetto, j'ai trouvé l'association géniale, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Benigni qui lui-même avait fait une adaptation de Pinocchio que je n'ai pas vue, c'est vrai, honte à moi, lapidez-moi, fouettez-moi, c'est bon, j'aime ça, hashtag sadomaso, mais de toute façon, vous savez tous très bien que j'adore ça. Tout ça pour dire... J'ai trouvé l'idée très intéressante et j'avais vachement envie de le voir, et l'occasion est venue et j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Alors pour être clair sur Pinocchio, je ne suis vraiment pas un grand fan. J'ai essentiellement vu la version Disney, j'ai jamais lu le livre de Collodi, donc j'en parlerai après. Et j'étais surtout pas fan du message avec le temps. C'est un film qui... j'aime pas trop l'idée de se présenter les valeurs du travail comme vraiment excellentes en comparaison du jeu qui serait grosso modo le mal incarné, imposé au travail. Je résume, mais grosso modo, il faut travailler et jouer peu, et là on est un bon garçon, alors que si on joue beaucoup, et on fait que, en fait, on engendre essentiellement de la bêtise, on est manipulable, et on est carrément... on mérite de se faire tuer, quoi, techniquement. C'est ce qui se passe dans l'histoire, et ça me dérangeait beaucoup, et sa nature de fable n'enlevait pas, je trouvais, la sécheresse un peu de ce point de vue. J'y reviendrai plus tard de toute façon sur le fond de Pinocchio, sur le fond de ma critique du film, qui ça fait plus ou moins partie. Je reviendrai là-dessus. Mais bon, tout ça pour dire, je suis vraiment pas un fan de Pinocchio à la base, et le Pinocchio de Disney est un film que je trouvais assez glauque, auquel j'ai jamais vraiment adhéré, même en étant gamin. Et plus tard, en grandissant, le message me dérangeait. Comme je disais, je connais essentiellement Garrone pour Tale of Tales. Pour être un peu plus précis, c'est une suite de contes, de 3 contes, si je dis pas de bêtises. C'est de la fantaisie adulte, il y a du sexe, il y a du gore, il y a du sombre. Alors c'est pas du sexe pornographique, mais l'érotisme est présent. Il y a des thèmes comme ça qui sont abordés, qui sont très adultes. Comme je disais avant, les décors et les costumes sont absolument magnifiques. La mise en scène est classique, symbolique, classieuse. Et donc, a les défauts qui vont avec, c'est-à-dire que c'est un peu lent pour le contenu du film. Il y a un côté métaphorique qui est frontal. On sait clairement qu'on est face à des fables, face à de la métaphore enrobée d'une certaine forme de lyrisme, donc pas de souci. Le pays, le contexte, les personnages, tout se veut imaginaire. Et est traité quelque part au premier degré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté, pour la petite parenthèse, il n'y a pas ce côté cynique de la plupart des contes et des fables qu'on retrouve maintenant au cinéma, qui sont toujours abordés avec un petit côté, et les personnages savent qu'ils sont dans une blague, dans un film, vous voyez ce que je veux dire, c'est mettre Will Smith dans le rôle du génie, c'est ce genre de... On sait que lui va apporter un décalage qui était déjà dans l'adaptation Disney de base de Aladdin, mais qui va être quelque part présent parce que c'est Will Smith. Vous comprenez l'idée. Il y a une forme ou cachée ou frontale de cynisme vis-à-vis d'une certaine forme de magie ou d'une certaine forme simplement de portée morale ou émotionnelle des fables, ce qui n'est pas du tout le cas donc de l'adaptation de Tale of Tales, qui était aussi adaptée d'un livre que je ne connais pas.
Et donc c'était déjà un peu le style de Garrone de prendre une fable, un conte, un livre, de l'adapter au premier degré, tout en donnant toute sa valeur métaphorique à l'histoire. Mais du coup, ça a aussi les défauts de ce genre d'adaptation, ça manque un peu de tension, ça manque un peu de rythme. On sait qu'on est face à une fable, on va pas avoir des clashs, on va pas avoir des twists, ça va manquer quelque part un petit peu de tension globale. Mais franchement, c'est un style qui en même temps est parfaitement adapté à l'adaptation de fables, et ça fonctionnait très bien dans Tale of Tales, et comme par hasard, on retombe sur nos pattes, c'est incroyable, c'est excellent pour adapter Pinocchio. C'est pour ça que j'étais très curieux de voir Pinocchio adapté comme ça par lui, sachant ce qu'il avait fait avec Tale of Tales. Hashtag, vous avez remarqué la liaison de ouf, hashtag, je suis un professionnel, hashtag, le YouTube game est en sueur. Oui, je sais, on m'a fait remarquer qu'on dit plus hashtag autodafé. Eh ben, je vais répondre très clairement, je suis ringard. Donc voilà, vous n'avez pas fini de m'entendre le dire. Je vais me calmer, naturellement, mais pour l'instant, j'aime bien dire hashtag connerie. Voilà, ça va me passer. Peu importe, donc, on va revenir un petit peu sur mon copain Pinocchio. C'est quoi Pinocchio ? C'est quoi cette merde ? C'est un roman pour les enfants qui s'appelle Les Aventures de Pinocchio, Les Avventure di Pinocchio. Oui, je sais, j'insulte à chaque fois la langue italienne quand j'essaie de parler italien, que tous les italophones qui m'écoutent m'excusent platement. Donc c'est un roman qui date de 1881, qui a été écrit par le journaliste et écrivain italien Carlo Collodi, qui a été rendu internationalement célèbre essentiellement par l'adaptation de Disney, réalisée à l'époque par Hamilton Luske et Ben Sharpstein. Et il se trouve que je n'ai pas lu Collodi, donc je connais essentiellement la version Disney. Et d'après les infos que j'ai pu avoir, merci Wikipédia, je dirais que le Pinocchio de Garrone est plutôt une adaptation de Collodi. Je vais revenir un petit peu sur ces détails-là, pas trop en détail. Oui, je ne l'ai pas dit au début de la critique, mais je vais pas mal spoiler. Je pense que la plupart des gens qui écoutent cette critique sont très très intelligents, méritent énormément de respect, sont des gens lumineux, brillants, qui s'épanouissent dans la vie et qui apportent énormément de choses positives aux gens. Oui, je suis en train de voler chez les pompes parce que vous êtes les seuls qui m'écoutent. En attendant, je vous donne quand même ce respect-là. Déjà que vous faites l'effort de m'écouter, j'espère que vous appréciez, mais en attendant, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une partie qui font juste partie de ma famille et qui essaye à un moment donné de ne pas me laisser me parler tout seul sur internet, ce dont je vous suis gré, chers membres de ma famille. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal d'abonnés dernièrement, de gens que je ne connais pas, et je vous accueille avec grand plaisir. Tout ça pour dire, je pense qu'après les infos que j'ai trouvées, c'est plutôt l'adaptation de Collodi, et je vais pas mal spoiler. Mais je pense que ça ne dérangera pas la vision du film. C'est une fable, vous savez un peu où ça va. Même si vous ne connaissez pas l'histoire de Pinocchio, je ne pense pas que je vais vous déflorer vraiment le style. Je vais essentiellement vous parler de ces petites choses que Garrone a pris visiblement du livre ou a gardé tel quel et qui font de vraies différences face à la version Disney et qui amènent du coup une autre, je trouve, très intéressante adaptation de Pinocchio. Mais je reviendrai en détail là-dessus. C'était simplement pour vous dire, hashtag spoiler les copains. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez garder votre suspense pour ce film, ça sert à rien, mais vous faites ce que vous voulez. Je vais spoiler, voilà. Donc maintenant que vous le savez, on va pouvoir schtroumpfer. Dans un village très propre... Qu'est-ce que je raconte très propre ? On va recommencer, qu'est-ce que je raconte ? Dans un village très pauvre d'Italie, au bord de la mer, vit seul un très modeste menuisier. Il s'appelle Geppetto. Affamé, à la recherche du moindre travail pour pouvoir justifier son repas, Geppetto croise la route d'un cirque de marionnettes. Il décide alors de fabriquer la plus belle marionnette du monde, dans l'espoir de la vendre à Mangefeu, le directeur du cirque. Geppetto supplie le bûcheron de lui donner un morceau de bois, en lui promettant de le rembourser une fois la marionnette vendue. Geppetto se met au travail. Il travaille le bois avec délicatesse, et après un moment, le joli petit bonhomme de bois prend vie sous les yeux ébahis du vieux Geppetto. Oui, je ne vais pas en rajouter, vous connaissez l'histoire. Ce petit bonhomme de bois, c'est Pinocchio. C'est incroyable, quel suspense. Je sais, j'ai un vrai talent pour créer du suspense et pour vous mettre sur le cul avec des twists incroyables. On se croirait dans Usual Suspect. Bon, peu importe. Tout ça pour dire... Dès le début du film, on va passer à la critique, on va arrêter de déconner, franchement, dès le début, dès les premières scènes, les costumes, les décors sont magnifiques. Je vais nommer, une fois n'est pas coutume, par respect, différentes personnes qui ont travaillé dans le département artistique de ce film, parce que on le fait pas assez souvent. Souvent on dit les costumes sont incroyables, ça, mais on dit pas leur nom sous prétexte que voilà, on s'intéresse aux réalisateurs, à la limite, aux acteurs. Alors les acteurs, ils font les films tout seuls, c'est connu. Donc ça pour dire, ne faisons pas la même erreur. Allez, chers amis, on inaugure maintenant. Quand je parle un peu de technique et que je trouve que c'est super bien fait, montage, son ou autre, je donne le nom des personnes. Ça vous va ? Je vais essayer de maintenir ça, juste histoire qu'on perde pas de temps, mais j'aime bien l'idée de faire un vœu
pieux de citer au moins les noms de ces personnes-là qui ont fait un travail incroyable sur ce film. Donc à la direction artistique, on a Francesco Sereni, on a en chef déco Aliessa Afunzo, en costume on a Massimo Contini Parini, et on a aussi évidemment Nicolas Bruel à la photographie qui a sublimé tout ça, qui ont travaillé tous ensemble pour nous donner des images vraiment sublimes. Dès le début du film, c'est incroyable. L'équipe est formidable. On reconnaît le style de Garrone. C'est un très beau conte de fantaisie désenchanté. Je donnerai comme premier exemple le maquillage de Pinocchio qui est juste parfait. C'est du vrai bois, c'est assez formidable. Et d'ailleurs, le détail qui est impressionnant, c'est qu'au fur et à mesure que le film avance, le bois du visage travaille. On voit vraiment les craquelures, les fêlures être plus profondes, le bois s'user joliment. On a des scènes qui sont assez terrifiantes, notamment on a une scène qui n'était pas, je crois, dans le film, ou si peut-être dans le dessin animé Disney, je ne me souviens plus, où Pinocchio se brûle les pieds, il n'a plus de pieds. C'est très beau, franchement, on a beaucoup de moments comme ça où sa nature d'être de bois est parfaitement valorisée et les effets spéciaux sont magnifiques. C'est beau, c'est terrifiant à la fois, du grand art, et ce masque de Pinocchio est pour moi déjà rentré dans l'histoire du cinéma comme une réussite absolue. C'est un être de bois vivant, c'est absolument génial. Ensuite on a aussi, comme deuxième exemple, les maquillages des autres personnages qui aussi, entre le subtilement animal, on a les deux personnages de renard et de chat, donc les deux tentateurs, les deux méchants de l'histoire de Pinocchio, qui sont là joués par des acteurs qu'on reconnaît directement, mais qui sont subtilement maquillés, et ils ont trouvé dans le jeu une manière, vous savez, un petit peu théâtrale de jouer avec le nez qui bouge, avec les dents, ou la manière de parler, quoi, de faire des... Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de truc. Ils en rajoutent pas trop, je trouve, ça reste un conte pour enfants, et la nature des acteurs et du maquillage joue là-dessus, mais je trouve qu'il y a un côté subtilement animal, on est dans le monstrueux, mais on n'est pas non plus dans quelque chose, je trouve, terrifiant. On comprend clairement que ce sont des voleurs, des menteurs et tout ça. C'est très symboliquement affirmé dès leur prestation physique et dans le jeu des acteurs. Mais le maquillage le joue subtilement. Vous voyez, c'est ça, la force de Garrone et de son équipe, c'est de réussir à trouver cet équilibre très subtil entre qu'est-ce que je veux montrer, mais en même temps, qu'est-ce que les acteurs vont en faire, qu'est-ce que le personnage va être, pour lui donner non pas un style qui serait un style qu'on poserait sur un film plaqué de manière généralisée et de manière peu subtile. Et là, je suis obligé de faire une parenthèse tout de suite sur Cats, l'adaptation de Cats qui est supposée sortir au cinéma ou qui est déjà sortie et qui est en train de défrayer la chronique avec ses effets spéciaux extrêmement ratés. Alors, je vais être clair, je pense que l'équipe technique n'a pas pu travailler tranquillement. Quand on voit le résultat dans les bandes annonces qui ont été critiquées, a priori, le film a été refait entre-temps pour réussir le truc, mais il y a toujours le même problème. En fait, il y a tout simplement pas eu ce dont je parle là maintenant avec Garrone et son équipe, ce moment où le réalisateur et son équipe artistique, les auteurs et l'équipe artistique vont se trouver pour trouver le juste milieu. Ce moment où est-ce que c'est vraiment visuellement ça fonctionne ça avec ce qu'on va montrer à l'image. Ce truc-là, c'est très subtil, hein, ça peut vite basculer dans le grand guignolesque. C'est pour ça qu'on a plein de films de fables qui sont maintenant irregardables et qui n'ont pas survécu à leur époque, et d'autres qui, au contraire, ont trouvé l'équilibre et du coup sont formidables à regarder des années plus tard. J'ai pas forcément d'exemple en tête là, a priori. Je dirais, alors on va peut-être me critiquer, mais Le Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz, c'est du théâtre filmé. De facto, tout le côté grotesque de la mise en scène limite théâtrale et froide face au jeu d'acteurs qui en rajoutent, ainsi de suite, et des costumes et des images. Le lion qui ressemble pas du tout à un lion, qui est juste un personnage mignon et rigolo, et qui se veut un personnage de théâtre des années 60, 70, je crois, si je dis pas de bêtises, et ben ça marche, ça marche tout simplement. Là où la même adaptation de Oz, à l'époque, il y avait une adaptation avec Michael Jackson, je crois, Janet Jackson et toute l'équipe, de chez... j'ai oublié le nom de ce producteur maintenant, bon, peu importe, qui produisait tout ça à l'époque, qui produisait beaucoup de films et de séries télé, de chanteurs noirs américains, mais j'ai oublié son nom, bref, ça me revient pas, ne tient pas la route parce qu'elle apporte avec elle le kitsch des années 80 et ne traverse pas du tout à utiliser avec lourdeur les effets de son époque. Donc elle a complètement ancré le film dans son époque. Là où justement la première adaptation du Magicien d'Oz avait la nuance de se dire c'est du théâtre filmé, on va le jouer tel quel, on va l'assumer, mais on va pas utiliser tous les effets de notre époque de manière random pour voir ce qui va passer. Il y a des effets qui ont vieilli, mais ça a bien vieilli parce que ça reste de son époque sans croire que ça va, en mettant plein les yeux à son époque, ça va pas vieillir dans le temps.
Là où l'adaptation justement avec Michael Jackson et autres a tellement mis d'effet que ça a très mal vieilli, c'est devenu complètement, ça c'est encore plus daté. C'est trouver cette, c'est un exemple comme d'autres, mais c'est trouver cette assiette pas évidente. Et là je trouve que Garrone y arrive très 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 bien. J'en parlerai après quand je parlerai des décors, notamment en trouvant cet alliage assez étrange entre univers de fantasy, clairement affirmé avec des masques très affirmés d'animaux, de monstres, et ainsi de suite, en jouant sur plusieurs nuances. Des fois on a des traits très humains, c'est le cas de renard et de chat. Par exemple, pour continuer l'exemple dans lequel j'étais là, j'ai fait une digression, mais vous comprenez où je vais en venir, la fée, notamment, qui est littéralement une jeune femme, une jeune fille au départ avec un maquillage très subtil. En face d'elle, on a la servante qui est un escargot qui est clairement, qui est clairement dans le monstrueux. Et on va avoir des créatures autour d'eux qui vont arriver. Un docteur, je crois, qui a une sorte de masque d'oiseau complètement, qui a vraiment un visage d'oiseau complet. Et vous voyez ce que je veux dire, on est vraiment dans des tensions entre le visage humain et l'animal, et on voyage comme ça dans des subtiles différences entre le subtilement animal, le féerique, le monstrueux clairement, avec par exemple un poisson à visage d'homme, la baleine aussi qui est énorme avec des dents complètement fantaisistes. On a aussi bien sûr la scène de la transformation en âne qui joue complètement encore une fois entre l'homme-animal. Bref, c'est parfaitement géré et ça donne énormément de densité et de vraisemblance à cet univers de fable. On n'est pas vraiment dans un univers enfantin, parce qu'il y a quelque chose de glauque et de sombre qui est vraiment présent dans le monstrueux. On est quelque part dans la féerie, donc dans quelque chose d'enfantin, et on est quelque part aussi dans un univers qui arrive à être relativement vraisemblable parce que l'être humain est présent et a une place. Parce que il y a cette intelligence de dire on va constamment osciller entre l'être humain, l'homme animal, le monstre, le féerique. On va constamment voyager entre ces 4 différents pôles. Et c'est une excellente qualité du film qui est parfaitement soutenue par l'équipe artistique encore une fois. Je donnerai comme 3e exemple de cet excellent travail artistique les décors qui sont juste puissants et baroques. On a différents villages notamment de maires italiens qui sont abandonnés, pauvres, blancs, dans le soleil, usés et dignes. C'est vraiment très réussi. On sent vraiment constamment un regard très beau sur la pauvreté paysanne et la dignité à être là-dedans, tout en étant frontal sur le fait que c'est très très dur. Geppetto est extrêmement pauvre, le film joue beaucoup là-dessus, c'est très violent, il vit littéralement dans une étable, il a rien, au début du film il cherche juste à manger, enfin voilà, on est vraiment face à une pauvreté qui est assumée. Et les décors de village, on est constamment dans une sorte d'ambiguïté de trucs récupérés. On a l'impression que dans toutes les maisons sont vides, il y a une chaise. Vous voyez ce que je veux dire, on est vraiment dans la grande pauvreté, mais il y a une vraie dignité en même temps là-dedans, qui est vendue déjà par les décors, par ce côté blanc usé, mais comment dire, avec tous ces détails qui vont faire qu'on a la sensation que c'est usé, mais on en prend soin, on en est fier. C'est très réussi ça. Et les autres décors du film, moi je joue là-dessus, jouent encore sur ce dont je parlais là, ce fameux voyage entre hommes monstres, féeriques, qui est constamment en train de bouger là. C'est la maison de la fée, qui est une sorte de maison hantée, littéralement, maison abandonnée, pleine de toiles d'araignée, de trous dans les murs, dans les sols, où la fée a l'air de vivre avec plein de créatures différentes, sa servante, qui est comme je disais un énorme escargot, et qui joue encore une fois sur ce côté, on est dans le glauque, quelque part bizarre, étrange, quelque part flippant, mais en même temps on est aussi dans le féerique, quoi. C'est assez formidable comme Garrone et son équipe ont réussi à trouver cet équilibre. Enfin, rien que pour ça, le film mérite déjà d'être vu. Le film réussit vraiment parfaitement ce pari d'être un conte live, là où les films de Disney, il faut le dire, se prennent les pieds dans le tapis violemment en étant des adaptations souvent hollywoodiennes très froides. Je viens juste de voir un peu par-dessus en regardant le film avec ma fille, donc autant vous dire que j'étais un petit peu à la masse, hein, ma petite fille qui est toute petite. J'ai vu le Aladdin de Disney, ça a l'air d'être un peu plus intéressant, donc je vais le mettre un peu de côté avant de bien le regarder pour vous en faire une éventuelle critique, mais les différentes adaptations que j'ai vues de live de Disney pour l'instant sont très décevantes dans le sens où elles sont en général des refroidissements complets de la féerie au prix d'une sorte de mise à jour live pseudo-adulte qui au final fonctionne pas, qui a pas vraiment de point de vue, c'est juste on fait les films live et on sent que peu de réalisateurs ont eu d'idées. J'ai l'impression que Guy Ritchie s'en est un peu mieux sorti avec Aladdin, mais je reviendrai dessus une fois que je l'aurai vu, je veux pas trop me tromper, mais tout ça pour dire, en termes d'adaptation live, le Pinocchio de Garrone est une claque dans la gueule à Disney clairement. Il leur dit clairement, allez-y maintenant, faites une adaptation live de Pinocchio
plus intéressante que la mienne, je pense que ça va être compliqué. À moins d'avoir un grand réalisateur qui se lance sur le truc et qui leur propose quelque chose, ça m'a l'air mal barré et je les déconseille d'aller se confronter à ce Pinocchio-là parce que franchement, c'est très très réussi. Il a une identité tranchée qui a des limites et des défauts, j'en parlerai avant, mais face aux adaptations fadas que Disney a proposées dernièrement, waouh, je crois, même si je trouve que le Aladdin a l'air intéressant, il est quand même pas aussi abouti que ce Pinocchio-là. De toute façon, pour revenir sur la version Disney dessin animé de Pinocchio, je la trouvais déjà creepy pour moi. Comme je disais, la transformation en âne, elle m'avait pas mal choqué quand j'étais gosse. Le côté vraiment menaçant et constamment sur la brèche de Pinocchio qui avait l'air d'être un gentil garçon, mais qui était aussi constamment dans un univers relativement glauque. Il y avait des scènes aussi dans le théâtre de marionnettes qui m'étaient restées en tête, mais moi je crois que c'était surtout la transformation en âne qui m'avait beaucoup choqué quand j'étais enfant. Je trouve tout ça pour dire que chez Disney c'était déjà pas mal creepy, déjà pas mal glauque, déjà pas mal flippant cette adaptation de Pinocchio, pardon. Mais alors ce qui est cool, c'est que ça correspond au style de Garrone, qui fait donc, comme je disais, ces contes désenchantés morbides. Je donnerai simplement comme exemple l'univers visuel du film qui est résolument adulte. Le village de Geppetto est pauvre et dur. On est dans un village vraisemblable. La maison de Geppetto, comme je disais, c'est une étable. Et toute la vie paysanne est vraisemblable. C'est des gens qui ont un travail dur, exigeant, qui vivent dans des conditions difficiles, donc ils sont sales, mais ils ont de certaines dignités, ils ont une fierté de ce qu'ils font, et quand Pinocchio se met, premier spoiler, à travailler pour un paysan à la fin du film, on retrouve cette dignité, cette importance-là, le respect aussi de voir l'enfant venir faire le travail pour soigner son père et tout. Il y a quelque chose comme ça de la dignité, de la filialité au-dessus de tout, de la fierté de produire quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire de la nourriture les uns pour les autres, des vêtements, la base de la vie, de la protection. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça de séminal qui est présent dans le film, qui rend le film résolument adulte d'emblée. Même la magie, pour prendre un autre axe, a quelque chose de cassé. La maison de la fée est abandonnée. Il y a une scène où Pinocchio passe devant un juge de paix qui est un singe. Le singe est assez... Ça se joue sur un côté très drôle de l'homme singe. L'acteur joue très très bien d'ailleurs. Le maquillage est parfaitement celui d'un singe. Et il y a une critique indirecte de la justice qui est assez rigolote, mais le singe est assez violent dans ses propos, dans son attitude et tout ça. Il y a quelque chose d'agressif et de sombre. Le jugement a lieu dans une sorte de pièce ronde qui a l'air d'être une conque, avec juste un trou de lumière qui arrive au-dessus du singe juge. Enfin voilà, c'est vraiment quelque part aride. On n'est pas vraiment dans de la féerie. Il aurait pu faire un tribunal très chamarré avec des bois très nobles, ainsi de suite. Après tout, c'est la justice. Ça aurait pu être une critique aussi d'une justice opulente, mais pas du tout. On reste dans quelque chose de la magie, comme je disais, qui est cassée. Et évidemment, on a la transformation en âne qui est vraiment glauque, qui est très forte, qui est très frontale. Les deux petits acteurs jouent très bien d'ailleurs, aussi bien celui qui joue Pinocchio que celui de son copain dont j'ai oublié le nom. Et puis aussi, comme autre axe aussi qui montre cet univers adulte chez Garrone, c'est l'histoire de Collodi. On retrouve vraiment que Garrone a voulu faire correspondre l'histoire de Pinocchio à celle de Collodi et non pas à celle de Disney, selon les infos, encore une fois, que j'ai trouvé. Je n'ai pas lu le livre de Collodi. Pinocchio est victime de tentatives de meurtre et c'est frontal, il est pendu. Il y a quand même des images du film où on voit frontalement Pinocchio qui est pendu. On a aussi la transformation en âne, comme je disais, qui est violente et plus gratuite encore que je trouve que chez Disney, puisque là, encore chez le Disney, on les voyait faire des choses vraiment qui sont des choses d'adultes, déplacées. On les voyait fumer du cigare, notamment, faire des choses qui sont mauvais pour leur santé, qui sont vraiment idiotes, qu'il ne faut pas faire quand on est un enfant, machin, blablabla, même un adolescent, même un adulte, mais vous comprenez l'idée, qui sont vraiment des choses réservées aux adultes. Ils transgressaient quelque chose de grave, ils jouaient au billard, qui est un jeu d'argent, qui par définition est quelque chose de malsain, de pas bon pour soi. Bref. Tout ça pour dire, il y avait toute une symbolique morale qui était très présente dans le Pinocchio Disney, qui n'est clairement pas présente dans cette séquence, dans la version de Garrone, où on voit juste les enfants jouer, tous ensemble, s'amuser, littéralement, s'amuser bien, se faire vraiment plaisir, en jouant sur des toboggans, des trucs, c'est très sympathique comme scène, en jouant encore une fois, et je vous l'avais dit, c'est cet univers adulte désenchanté, donc c'est pas du tout une salle de jeu propre, jolie, ainsi de suite, non, ils jouent avec des jeux qui sont des jeux une grande salle de jeu pour enfants pauvres, donc on est dans une sorte de bâtisse où il n'y a pas de toit, une sorte de grande cour, et à la fin, les enfants dorment dans une sorte d'étable, donc on est clairement dans une sorte de marché aménagé, où le personnage fait jouer les enfants pour qu'ils se transforment en âne. Le film étant absolument pas métaphorique là-dessus, c'est clairement
un mec qui attend, qui est visiblement une sorte de sorcier, qui attend que les enfants jouent, ils dorment pour les transformer en ânes, puis pour les vendre après. Donc on a compris la métaphore de posez vos flingues, je sais, hashtag capitalisme, je vois tout à fait ce que l'œuvre veut dire, c'est-à-dire si tu fais que jouer, tu deviens un idiot, t'es facilement manipulable, voilà, on t'utilisera toute ta vie, tu comprendras pas à quoi tu sers, donc, et à quoi sert ta vie et tout ça, machin. Donc oui, j'ai compris le message, surtout qu'à l'époque, ou l'époque où Collodi a écrit, le travail des enfants était très présent, donc enseigner aux enfants à savoir travailler, à savoir être proche de leur famille, à faire attention aux inconnus, à se méfier des adultes en général, c'était intelligent, mais je reviendrai sur le fond là-dessus, mais grosso modo, là dans la version de Garrone, on a vraiment frontalement, les enfants jouent, point barre, ils s'amusent, rien d'autre, il n'y a pas de... ils fument, il n'y a pas de transgression de l'univers adulte, c'est juste des enfants qui s'amusent, et à la fin on les punit parce qu'ils ont fait que s'amuser, et donc comme je disais, la scène est beaucoup plus violente de facto, ils n'ont pas spécialement mérité de se faire punir comme ça, même si on voit clairement que Pinocchio et son copain au départ ont volé des trucs, bon, que c'est pas très gentil, mais ensuite on les tous ensemble, on voit juste jouer, et on voit donc Pinocchio et son copain se transformer en âne, c'est très violent et très aride comme symbolique, mais je reviendrai là-dessus après. Pareil, ce côté, l'adaptation de Collodi est beaucoup plus frontale, on voit que l'histoire de Collodi de Pinocchio est beaucoup plus longue, il y a beaucoup plus d'éléments que dans le film de Disney, et notamment Garrone a gardé toute une partie où Pinocchio se met à travailler à l'école sérieusement, il vit avec la fée, je vous passe les détails du pourquoi du comment, et dans la classe ils ont un prof qui est une caricature de prof dont l'acteur joue très bien, il y a un petit côté comique, mais en attendant c'est du sévice physique, quoi. C'est-à-dire que quand ils répondent mal, ils se prennent des coups de règle visiblement très violents sur les doigts, et Pinocchio apprend bien en classe, et donc comme il est intelligent, il ne mérite pas d'être mis à genoux devant tous les autres et de se faire fouetter les mains. Donc je reviendrai encore une fois plus tard sur la symbolique, mais tout ça, là je parle d'un autre axe pour l'instant, je reviendrai sur le sens de tout ça. C'est donc Garrone qui a décidé de garder tous ces éléments qui sont vraiment, à mon avis, qui étaient dans le livre, le passage chez le juge, qui n'est clairement pas dans le film Disney, alors à moins que je te dise des bêtises, mais je me souvenais vraiment pas de ça, le fait que Pinocchio travaille beaucoup à la fin pour prendre soin de Geppetto aussi, je ne suis pas certain du tout que c'est dans la version Disney, bref, dans la version Disney, Geppetto est un mec qui construit non seulement des horloges, et plein d'éléments comme ça, c'est pas seulement un menuisier, et en plus il a du succès, ça a l'air de marcher pour lui, là où dans la version Garrone, Geppetto est clairement un crève-la-dalle, un beau menuisier peut-être, mais c'est un crève-la-dalle, il n'arrive pas à taffer, et voilà, donc c'est purement et simplement un enjeu, systématiquement, qu'à la fin il est malade, il va chercher Pinocchio, ça le rend malade, il tombe malade, il est en danger, machin, et c'est Pinocchio qui doit aller travailler pour lui, ça évidemment, le travail des enfants, je suis sûr que dans le Disney original, c'était pas non plus quelque chose qui était revendiqué. Donc voilà, tout ça pour dire, le Garrone a fait une adaptation très frontale, et on retrouve donc dans ce côté conte désenchanté, morbide, dans tous ses aspects. On retrouve beaucoup aussi l'imagerie morale et sobre de Tale of Tales, dans cette adaptation de Garrone, mais je veux pas tout de suite parler du sens je vais en parler après avoir fait juste un petit détour par Roberto Benigni, parce que c'est lui qui joue Geppetto, et il est excellent, Roberto Benigni, évidemment. La vie est belle, hein, si vous n'avez jamais La vie est belle, qui est un chef-d'œuvre absolu, regardez-le, c'est un film extraordinaire, un très 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 beau film sur le nazisme, sur la traite des juifs, enfin sur les camps de concentration, c'est un film formidable. Faudrait que je le revoie, peut-être que je vous fasse un petit podcast là-dessus. Allez, si on s'en fera un, parce que il est quand même extraordinaire ce film. Bref, je serais presque capable de faire un épisode avec images, parce que c'est brillant, c'est une adaptation brillante, c'est exactement Benigni qui devait faire ce film, qui devait le faire comme ça. Il y a des fois les étoiles se croisent dans le ciel, et c'était le bon moment, et Benigni a chopé la balle au bon, et c'était la bonne idée. C'était à lui d'adapter ça comme ça. C'est un film formidable, je ne veux pas spoiler plus que ça, la vita est belle, regardez ça, c'est extraordinaire. Si je dis pas de bêtises, il a eu la Palme d'Or ou le prix spécial du jury pour ce film, largement mérité, largement. Donc Roberto Benigni, comédien, réalisateur italien qui a eu énormément de succès dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000. Maintenant il est un peu plus en retrait, mais ça reste un réalisateur dont on attend les films quand il sort, et qui a ce style de jeu très fort, avec une gouaille comme ça, qu'il revendique lui-même comme étant une gouaille italienne, mais qu'il gère très très bien. C'est un réalisateur très drôle. Je crois que c'est plus dans quel film de Woody Allen où il a joué, il est excellent, où il devient hyper connu du jour au lendemain alors qu'il le veut pas, c'est très drôle. C'est peut-être dans Tout le monde dit I love you, écoutez, je sais plus.
Mais c'est aussi, voilà, Roberto Benigni, quoi, extraordinaire. Tout un passage dans le film de Jim Jarmusch qui s'appelle Coffee and Cigarettes, où on le voit boire un café et une cigarette avec quelqu'un, et dans la vie de tous les jours, il est comme dans ses films, c'est un mec hilarant, spirituel, enfin, genre de type que tu as envie de connaître, parce que juste brillant. Et donc là, dans le rôle de Geppetto, il est excellent, c'est lui, il n'y a pas de doute, c'est Roberto Benigni, mais il se prête très bien au personnage. Les passages, il y a des vrais passages qui sont vraiment drôles, où notamment il dit au bûcheron qui lui donne cette fameuse, ce bout de bois ensorcelé magique qui fait naître Pinocchio, il y a une sorte de running gag sur le fait qu'il boit trop, que le bûcheron boirait trop, qui est vraiment sympa. Bref, tout le casting fait bien le travail dans le film, vraiment il n'y a pas grand chose à dire, mais Roberto Benigni, voilà, il apporte quelque chose, c'est incontestable. Au rôle de Geppetto, il est superbe, et il sait être en retrait dans l'histoire, il prend vraiment pas la place de Pinocchio, qui est le personnage principal. Bref, on sent l'intelligence du réalisateur aussi derrière, enfin bref, grand monsieur que ce Benigni, encore une fois. Comme je disais, le casting fait très bien le taf, notamment parce que c'est des dialogues de contes. C'est pas évident de rendre vivant des dialogues de contes. Et je trouve qu'ils ont réussi à rendre ça plus ou moins acceptable dans le film. Alors, une fois, je ne suis pas italophone à proprement parler. J'apprends l'italien. J'ai encore un vocabulaire très limité en italien. Donc, il y a certainement des choses que j'ai pas compris et mesuré. Si vous l'avez vu et que vous êtes italophone, n'hésitez pas à me dire s'il y a des nuances que j'ai pas comprises. On m'a notamment dit en sortant du film qu'il y avait tout un moment où ils parlent dans un dialecte sicilien. Bah voilà, moi j'ai pas fait la différence, très honnêtement, j'en suis là, mon niveau est vraiment pas très élevé en italien. Mais tout ça pour dire, je suis passé peut-être à côté de choses, mais j'ai trouvé que c'était agréable. Autant les passages par exemple avec chat et renard sont plutôt métaphorique et on sent le côté conte, autant dans le reste du film j'ai trouvé que ça savait se mettre en retrait et on avait l'impression de voir une aventure et un film tout à fait classique qui a des atours de fable et de conte mais qui n'en fait pas non plus un sacerdoce et qui n'alourdit pas le film avec ça, et les différents acteurs se sortent très très bien dans les différents rôles. Marine Vact est dans le film et joue notamment le rôle de la fée quand elle est adulte, et elle est très très bien, elle a un côté éthérique qui parle bien au personnage. Bref, tout le casting est très très bon, il y a plein d'acteurs italiens excellents dedans que je connais très peu mais que j'ai trouvé tous excellents, j'ai vraiment eu rien à dire. C'est une adaptation d'une qualité de très haut niveau, il faut être clair. On en est là, ce Pinocchio là quand même, ça va être chaud d'aller chercher, il faudra avoir de sacrées idées originales pour aller chercher une adaptation de cette qualité là, je trouve. Le film a quelques défauts malgré tout, faut être clair. Y a des incohérences, notamment il y a une scène où Pinocchio ment et son nez ne s'allonge pas, alors qu'on a vu clairement avant que quand il ment, son nez s'allonge. Donc, alors, c'est un mensonge utile, mais je veux pas trop spoiler la scène de quand ça se passe, mais pour le coup, ma compagne me l'a fait remarquer, je me suis dit, bah oui, effectivement, c'est problématique. Donc voilà, merci ma compagne, mais parce que je crois que ça m'avait pas sauté aux yeux dans le film, même si j'avais juste trouvé que cette séquence avait pas sa place dans le film, qu'on pouvait l'enlever, que le film pouvait continuer. Mais on sent vraiment que Garrone a voulu adapter la version de Collodi et il trouvait que c'était important que cette critique de la justice soit présente dans le film, visiblement. Je me rappelle que l'Italie, c'est le pays quand même où Berlusconi a fait un nombre de conneries incroyables, il a été très peu condamné. Donc tout comme nous, on vit dans un pays un petit peu, on est devenu un peu des républiques bananières en Europe, faut être clair. Hashtag engagé, hashtag qu'est-ce qu'il y a. Non, mais sans blague, vous suivez comme moi, j'imagine un petit peu l'actualité. Vous voyez bien qu'on a plein d'hommes politiques qui se font attraper pour des choses gravissimes, même à gauche, à droite. Très peu sont condamnés. Donc voilà... mettre une petite critique comme ça de la justice avec un juge qui est un singe, c'est un petit peu revenir là-dessus. Bref, on sent qu'il a voulu que ce soit présent, mais chez Garrone, il faut être clair, il a des films clairement où le sujet est politique, c'est pas le cas de ce Pinocchio, vous inquiétez pas. Mais pour moi, cette séquence, on peut l'enlever du film, le film peut continuer sans ça, peu importe. En tout cas, il y a une vraie incohérence dedans, Pinocchio ment et son nez ne s'allonge pas, c'est pas vraiment un enjeu du film d'ailleurs, le fait qu'il mente très vite dans le film. Bon, j'avais souvenir que c'était beaucoup plus présent, notamment à cause du Disney, mais probablement que dans l'œuvre de Collodi, c'était moins important. Il y a aussi, comme autre défaut, le style de Garrone, et c'est un film un peu long. Le livre de Collodi est très long, donc on sent vraiment qu'il a voulu garder un maximum de choses. Et le style de Garrone en réalisation, c'est un peu lent, comme je le disais. Alors, c'est pas vraiment un défaut, mais... C'est son style qui veut ça. Je mettrai tout de suite une nuance, on sent vraiment que Garrone a voulu adoucir l'histoire en mettant beaucoup de blagues et de moments de jeu d'enfant qui fonctionnent vraiment bien. Il y a notamment des moments où la fée... il y a un moment donné où la fée et Pinocchio sont ensemble et font des blagues un petit peu au détriment de la servante, font des jeux ensemble, voilà quoi. Je veux pas trop spoiler, et ça fonctionne bien, c'est sympathique.
Il y a des petits effets qui arrivent là un petit peu. On sent vraiment que c'est un petit peu forcé par moment. Il y a notamment un petit moment avance rapide, recul, vous verrez, je ne veux vraiment pas spoiler, qui fait un peu tâche dans le style de l'univers de Pinocchio, de ce film notamment, mais je comprends qu'il ait voulu rythmer, un peu alléger l'histoire, un peu rendre des passages drôles, parce que Geppetto, il est absent de quasiment le cœur du film. Il est au début, très présent au début, puis très présent à la fin. Non, même pas, il n'est pas très présent à la fin, il est présent à la fin. Donc vous voyez ce que je veux dire, cet humour qu'apporte Benigni, à un moment donné, le film essaie de le retrouver, et c'est bien, parce que ça rafraîchit un petit peu le film, et c'est plutôt sympathique, ça montre que Pinocchio vit aussi des passages sympathiques dans son voyage, et pas seulement des éléments durs à proprement parler. Ça adoucit un petit peu ce que je disais aussi sur la valeur du jeu. Il montre bien que si on joue, c'est bien de jouer un peu et de bien jouer, mais il faut aussi savoir travailler. Bon. On comprend que c'est aussi comme ça qu'en termes de sens, Garrone a voulu un petit peu modérer ce que je critiquerai après, c'est-à-dire cette vision du travail, cette opposition travail-jeu, mais je reviendrai là-dessus après. Je veux juste aborder un autre défaut, bon, c'est pas vraiment un défaut non plus, mais je trouve que c'est pas vraiment un film pour enfants. L'univers visuel est plutôt glauque, et même s'il est très beau, je trouve que c'est pas facile. Moi, en tant que gosse, ce film, il m'aurait fait flipper. Et surtout le sens, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment le sens. J'ai vraiment un problème avec le sens. Le travail, c'est bien, c'est gentil, c'est bon, alors que le jeu, c'est bête, c'est méchant, c'est mal. Enfin, j'aime pas ça dans le fond de l'histoire de Pinocchio, et je trouve que c'est trop présent. Je vais être clair. Perso, la critique principale que je fais, c'est que Pinocchio, le fond de la fable, visiblement, du livre de Collodi, me pose problème. Alors certes, on me l'a fait remarquer à juste titre, c'est une fable de son époque. L'enfant au travail, c'était quelque chose de courant à l'époque. C'était la nécessité d'enseigner aux enfants à se méfier des inconnus et des adultes en général. C'était intelligent, je comprends tout à fait. Mais j'aurais aimé que Garrone adapte un peu plus, aille un peu plus loin que ça. Il a essayé de modérer, comme je disais, avec quelques séquences, mais je trouve qu'il y a toujours cette opposition un peu lourdingue entre jeu et travail. Et je trouve que ça correspond plus à notre époque, tout simplement. J'ouvre une parenthèse sur un sujet qui pour moi est important, le ludisme, qui est un thème. Le ludisme est devenu quelque chose de très important à notre époque. Les gens se jouent sans arrêt sur les jeux vidéo, sur leur téléphone et autres. Et moi, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est un univers notamment qui a remis en cause beaucoup de choses dans notre rapport au labeur, à l'accomplissement, à l'épanouissement ou autre, avec cette notion de ludisme. Et je trouve que il est temps un peu de sortir de ces œuvres, de ces fables qui ont tendance à opposer comme ça, un peu bêtement, un peu frontalement, travail et jeu, comme si c'était deux univers qui devaient jamais se rencontrer, ou qui devaient... c'est toujours cet univers un peu, cette hiérarchie raisonnable un peu lourdingue de faut travailler beaucoup dans la vie et jouer un petit peu, et c'est le bon équilibre, on est heureux comme ça. C'est faux, déjà, de 1, et de 2, purement et simplement, hein, tout le monde on a tous des équilibres différents. Il y a des gens qui auront besoin de jouer beaucoup et de travailler peu pour se sentir bien, et d'autres auront besoin de travailler beaucoup et de jouer peu, et c'est pas une mauvaise chose, l'un n'est pas meilleur que l'autre, il n'y a pas de meilleure valeur de l'un à l'autre, purement et simplement, pragmatiquement, socialement, émotionnellement, sociologiquement, il n'y a vraiment pas moyen de départager ces deux choses. Certains vont me parler du pragmatique en disant si on travaille plus, on mérite plus d'être intégré socialement, de gagner plus, ainsi de suite, d'avoir une meilleure place sociale. Je dis non, tout simplement non, parce qu'il y a des gens en travaillant très peu, ils sont beaucoup plus productifs. Et oui, et ils produisent des choses beaucoup plus intéressantes socialement. Est-ce que pour autant ils méritent d'avoir plus que celui qui travaille plus et joue moins ? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous voyez où je veux en venir, donc cette opposition jeu-travail me pose vraiment problème, et j'aurais vraiment aimé que Garrone adapte un tout petit peu plus ça. Je vais conclure, parce que je pense que j'ai pas encore grand-chose d'autre à dire sur ce film, mais vous comprenez un petit peu où je veux en venir. C'est un très beau conte. Pinocchio de Matteo Garrone est un très beau conte. C'est visuellement magnifique. C'est THE adaptation live de Pinocchio. Si vous devez voir une adaptation live de Pinocchio, c'est celle-là. Elle est magnifique visuellement, mais c'est une claque. Ça a son style. C'est pour adultes, il faut être clair et net. Pour moi, je ne me vois pas emmener ma fille. Bon, là, elle est toute petite, mais 5-6 ans, je ne me vois pas lui montrer ce film-là. Je trouve qu'il est un peu glauque. Et même le fond me dérange. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, chacun son truc, mais moi, je trouve pas que ce film soit vecteur de bonnes leçons. Il faudrait beaucoup modérer ce que le film dit. Alors, du coup, je vois pas trop l'intérêt de montrer ça à un enfant. Par contre, notamment parce qu'il transmet, à mon sens, cette idée aux enfants que jouer, s'amuser, c'est mal, de manière
assez péremptoire. Comme je disais, il y a cette séquence où avant qu'ils soient transformés en âne, on les voit juste jouer. C'est juste des enfants qui s'amusent. Ils font rien de mal. Et là, juste derrière, on a le truc du ils se sont bien amusés. Ils ont perdu leur temps. En plus, c'était des voleurs avant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des enfants qui crèvent la dalle. De quoi on discute ? Bien sûr qu'ils volent. Et vous allez me dire, non, ils peuvent aller à l'école et ça. Mais non, c'est des enfants pauvres. Il y a vraiment un truc qui, pour moi, là, ne passe pas, ne fonctionne pas. Et j'aime pas ce que le film véhicule à cet endroit-là. Et comme je disais avant sur le fond, jeu et travail n'ont plus à s'opposer, c'est une vision qui est rétrograde. C'est terminé ce truc du celui qui travaille plus mérite plus, celui qui est plus productif mérite plus, mon cul sur la commode. On arrête de déconner, ouais, hashtag, je deviens carrément vulgaire, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais c'est vraiment un truc qui pour moi est devenu un des virus de notre époque, c'est cette valeur travail qui est au-dessus de tout, comme une chape de plomb, et qui vient étouffer toute ouverture de réflexion sur le rapport que les gens peuvent avoir avec leur quotidien. Il y a des gens, comme je disais, qui ont besoin de jouer beaucoup et de travailler moins, et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'ils seront moins productifs, moins intéressants, moins intégrables socialement, c'est de la connerie en barre de 12. Vous seriez étonné du nombre de gens qui cartonnent au jour d'aujourd'hui, qui réussissent des vies incroyables en jouant énormément, en étant des joueurs fondamentalement. Le nombre de geeks, vraiment, les geeks par définition, c'est des gens qui accordent énormément d'importance à leur passion dans leur temps libre, mais dans leur temps en général même, et qui en font souvent leur métier, et qui sont socialement importants. C'est pas juste des gens qui font de la collectionnite, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc tout ça pour dire... parce qu'ils ont une autre élasticité mentale, une autre manière d'envisager le travail. J'en vois juste une petite hypothèse. Est-ce que si les gens s'amusaient pas plus au travail, ils n'auraient pas plus envie d'y aller ? Et je vous rappelle, pour la petite parenthèse, que plus d'une 9 personnes sur 10 font des jobs. Ils font pas un travail. Ils vont à un job d'appoint. Ils aiment pas ce qu'ils font, mais il faut qu'ils le fassent parce que voilà. Après, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est pas la question. C'est pas que le job soit pas intéressant en soi ou bien en soi. C'est juste qu'au départ, les gens n'avaient pas envie de faire ça. Ils se retrouvent à le faire parce qu'il faut bien qu'ils mangent. Donc, si à un moment donné, on savait mettre du ludisme, de l'amusement, du jeu, de la souplesse dans notre rapport au travail, probablement que les gens iraient plus travailler et mieux. Et ça, je mets ma main à couper que ce soit le cas. J'ai pas besoin de lire d'études sociologiques là-dessus. Mais je vous renvoie à des auteurs très intéressants de livres, comme Mathieu Triclot, qui est un mec qui écrit beaucoup sur le jeu vidéo notamment, et sur la notion de jeu. Et forcément, la notion de jeu étant beaucoup opposée à celle de travail, c'est un mec passionnant à lire sur la question. Je vous renvoie à ces différents livres, c'est un mec absolument passionnant. Entre autres. Mais il y a plein de théoriciens de jeux vidéo actuels qui ont fait des recherches très intéressantes sur ces questions-là et qui remettent en cause énormément notre vision scindée du monde coupé entre travail et jeu. Et en ce sens, Pinocchio me casse un peu les pieds. Alors, peut-être aussi que Garrone a proposé un regard sur une morale un peu dépassée aussi, qu'il a conscience de faire une fable qui date de son époque. C'est possible, et qu'il l'assume, je peux l'entendre. Mais perso, je trouve que c'est trop fort dans le film, comme sens, cette opposition jeu-travail est beaucoup trop forte pour ne pas alourdir un peu le sens pour les enfants, je trouve. Franchement, apprenons plutôt à nos enfants à inclure du jeu dans leur travail, à aimer apprendre en jouant. Et on va changer complètement leur vision du monde et leur rapport au travail en général, au labeur en général. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ça pour dire... Apprenons-leur, surtout à ne pas chercher à travailler parce que c'est bien, mais à travailler pour s'épanouir, par exemple. Je dis rien à Matteo, mais il faut arrêter de déconner. Non, je déconne. Je renvoie pas forcément la pierre à Matteo Garrone, mais je suis vraiment pas fan de ce fond-là dans Pinocchio. Mais après, vous allez me dire que si on change ça dans l'histoire de Pinocchio, est-ce que ça vaut encore le coup de raconter l'histoire de Pinocchio ? Et là, on rentre dans un débat de fond où je n'ai pas tous les éléments, puisque j'ai pas lu l'œuvre de Collodi notamment. Mais je pense quand même qu'on pourrait nuancer ça, moderniser ça, sans forcément contredire cette idée de base qui est intelligente, que le labeur dans la vie, ça permet aussi de s'épanouir, de s'accomplir. Mais ça s'oppose pas forcément à la notion de jeu, encore une fois. Bon, vous avez compris ma critique de fond de ce Pinocchio. Nonobstant, c'est un très beau film, je vous enjoins à le voir, je ne sais pas quand il va sortir en France, je ferai probablement sur les réseaux sociaux, je vous enverrai la date quand je saurai quand il sort. Et je vous enjoins à aller le voir. C'est un très très beau film et probablement THE adaptation live de Pinocchio. Vas-y, hashtag Disney, qu'est-ce qu'il y a ? Essayez de combattre ce mec. Il vous a mis la race, mais vous n'avez même pas idée. Oui, je sais, ce hashtag est très long et très confus. Bref, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à tweeter, Facebooker, Instagrammer, critiquer évidemment, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO, les amis. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Geppetto, tu fais un bonhomme qui parle et tu en parles pas, tonton. Oui, je sais, j'insulte beaucoup les Italiens, excusez-moi. Abonnez-vous, likez.